Bonjour, je me présente Jean-Philippe, je viens concernant la réunion qui a pour thème vendre en ligne sans avoir de site. Seront présents, alors physiquement, mon voisin Ludovic Amar, en charge de la stratégie digitale de la région Occitanie, qui nous parlera d'une plateforme solidaire qui a été mise en place lors de la crise qu'on a connue pour mettre en contact d'un côté les producteurs et de potentiels acheteurs. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Nous avons Denis Houillon de la société Parly qui a mis en place un système de pricing intelligent pour se développer sur les marketplaces. Et enfin, Sixte Aronio de Romblay de Cdiscount. Donc, je me présente moi-même, Jean-Philippe Guillet. J'ai été commerçant pendant une dizaine d'années. J'ai été dans le domaine des marketplaces, j'ai accompagné de nombreux e-commerçants pour se développer dans les marketplaces et actuellement aussi je fais du conseil dans le domaine des réseaux sociaux. Je vais vous proposer de faire cet échange en 3 étapes. Premièrement, quels sont les marchés ou plutôt le marché où on peut se développer sans avoir de site. 2, la présentation de nos invités et leur laisser chacun 10-15 minutes afin qu'ils puissent échanger avec nous. Et enfin, vous laisser la parole pour pouvoir répondre si nécessaire. Donc, les axes pour vendre en ligne, on peut en constater 2 grands axes. D'un côté, les petites annonces, de l'autre, les marketplaces. Et je ne vous cache pas, nous allons essentiellement discuter sur la partie marketplace qui fait partie des grands axes de développement à l'heure actuelle du e-commerce. Donc, pour recadrer un peu l'échange, l'origine du e-commerce. Donc, l'arrivée du e-commerce, ça a été grosso modo en 1999 avec l'arrivée de eBay, puis Amazon, et très rapidement début 2000 avec Price Minister. Nous avons d'un côté le développement de marketplaces dites généralistes, c'est-à-dire Amazon, Cdiscount, Rudis Commerce, toutes ces marketplaces, et de plus en plus le développement de marketplaces dites verticales. C'est partout, c'est tous ces marketplaces thématisés, et il y en a beaucoup par thème maintenant. Donc, cette importance s'explique par le fait, le niveau des marketplaces est en train de s'accélérer. On peut donner 2 chiffres intéressants. C'est en 2021, on prévoit un chiffre d'affaires de 130 milliards sur le e-commerce B2C. Concernant ce chiffre d'affaires, 32% viendra des marketplaces. Donc ça montre qu'en l'espace de seulement 15 ans, les marketplaces ont pris une croissance et une part de marché dans le e-commerce qu'on ne peut pas sous-estimer. Cette importance s'explique, je dirais, sur 3 phénomènes. Évidemment, la croissance du e-commerce, la croissance de la part des marchés au sein même des marketplaces et l'accélération du nombre de marketplaces. Quand on voit qu'en 2000, il y avait uniquement Price Minister, à l'heure actuelle, il y en a plus d'une centaine. L'intérêt pour les marketplaces de se développer, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est se développer sur les marketplaces, c'est à la fois les marketplaces qui sont gagnants, mais à la fois le e-commerçant. Donc l'intérêt pour les marketplaces, il est à plusieurs niveaux. Ça permet de se développer plus rapidement le nombre de produits. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher un par un les produits, vous travaillez avec un site e-commerce, ça intègre directement la base de données produits. Connaître aussi plus rapidement les produits qui fonctionnent. Ce qui est intéressant avec un marketplace, c'est d'intégrer une base de données, c'est clair, mais lorsque vous pouvez tout de suite connaître les produits qui fonctionnent, qu'est-ce que fait la marketplace? Elle contacte directement le fournisseur, elle voit avec les 10% qui fonctionnent le mieux, et derrière, ça accélère. Et 3, virer les intermédiaires. Donc, je dirais, attention, avec cette notion de dropshipping, dont on parle beaucoup, qui est amené petit à petit à disparaître, notamment via les marketplaces. L'intérêt pour le e-commerçant de se développer sur le marketplace, il est, je dirais, vraiment à multiples niveaux. D'un côté, c'est tout simple, il n'a pas de site internet. Quand vous voyez le budget pour mettre en place Internet, on est sur des budgets, lorsque vous commencez à faire un site de e-commerce, entre 1 500 et 5 000 euros, sans compter le budget marketing, pour peut-être faire du chiffre d'affaires. Lorsque vous mettez sur les marketplaces, le coût est totalement différent, ça on en parlera, on en parlera après, mais le coût est moindre. Faire du chiffre tout de suite aussi. L'intérêt d'une marketplace, c'est que vous mettez vos produits sur la marketplace, le chiffre d'affaires peut arriver tout de suite. Ce n'est pas le cas lorsque vous avez un site internet. Lorsque vous avez un site internet, il faut 3 à 6 mois, le temps qu'il y ait le référencement naturel.
le temps que vous mettez en place des Google AdWords. Donc il y a toute une stratégie qui fait qu'il y a une rapidité de chiffre d'affaires qui est très intéressant avec les marketplaces. Et une chose aussi qui est très importante avec les marketplaces, qui est souvent sous-estimée, c'est lorsque vous développez sur le marketplace, vous pouvez tout de suite toucher international. Et là, c'est une grande force du marché de la marketplace. Lorsque vous avez un site, avant de développer l'international, là, il y a du temps. Donc tous ces axes apportent quand même une force très importante pour le e-commerçant, pour se développer au niveau des marketplaces. Par contre, il ne faut pas sous-estimer un certain nombre de dangers. Premièrement, je dirais un nivellement des prix vers le bas. Si vous êtes plusieurs e-commerçants à vendre les mêmes produits, il y a un rapprochement qui fait avec les codes EN. Donc, vous avez le même code EN et les prix vont tendance à tendre vers le bas. Donc, vos marges baissent. Donc, faites attention si vous êtes un intermédiaire, tout simplement par le fait que lorsque vous êtes un intermédiaire, derrière, il y a la maison, le fournisseur, qui il a plusieurs distributeurs et c'est les distributeurs qui se tapent dedans. Donc, c'est très dangereux à ce niveau-là. Donc attention avec la guerre des prix qui est quand même très dangereuse. Il faut avoir en tête que si vous n'avez pas une bonne marge pour se développer sur le marketplace, mieux vaut arrêter tout de suite, vous irez dans le mur. Attention aussi avec le système du dropshipping qui est la grande mode depuis des années. Ça a très bien fonctionné ces années précédentes. Je dirais que maintenant tout le monde se met à faire du dropshipping et ça devient déjà plus dangereux et plus compliqué. Surtout que, dites-vous bien, que des marketplaces comme Cdiscount, Amazon et autres sont capables eux-mêmes d'aller directement en Chine, trouver les bons produits. Enfin, ce n'est même pas eux qui vont en Chine, c'est les Chinois qui viennent chez nous pour nous proposer les produits. Donc, faites très attention avec ce marché. C'est un marché, pour moi, très dangereux. Et point aussi important avec le danger des marketplaces, ce qu'il faut bien comprendre avec la marketplace, c'est que le client ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous vendez un produit sur Cdiscount, c'est le client de Cdiscount. Alors certes, il y a des astuces, bien évidemment, c'est des choses qu'il ne faut pas trop dire, mais lorsque vous envoyez votre commande, vous faites un code promo, vous faites une communication sur, je dirais, le produit envoyé. C'est plus ou moins toléré en fonction des marketplaces, mais ça permet de communiquer sur votre site. Et là, ça devient intéressant. Donc, attention. Aussi sur un point, c'est que le coût des marketplaces n'est pas neutre. On parle justement de développer son site sans site internet, peace and love, la marketplace. Je vais être très clair, la marketplace a un coût et qui est loin d'être neutre. Je vais vous donner les différents coûts pour bien comprendre justement l'importance de la problématique de la marketplace. Enfin, quand je dis problématique, des points qu'il faut avoir en tête. Une marketplace, c'est déjà un abonnement. Grosso modo, 30 à 40 euros par mois. Alors certes, ce n'est pas grand-chose, 30 à 40 euros par mois. Quand vous multipliez par 5, on commence à accélérer les budgets. D'autre part, les marketplaces aussi, c'est un commissionnement. Donc, on parle de 5 à 20% pour être très large d'un commissionnement sur la marketplace sur vos produits. Attention à une chose, c'est un commissionnement qui est lié à plusieurs choses. Oui, la vente sur votre produit, mais c'est un commissionnement aussi sur les frais de port et sur la TVA. Donc, sur un produit que vous vendez à la base 10 euros, vous rajoutez les frais de port et vous rajoutez la TVA, on n'est plus du tout sur les 5 à 20%, on est plutôt sur du 10 à du 25%. Donc attention avec les coûts induits qui tout de suite explosent au niveau des budgets. Attention à une autre chose, et quand je dis attention, ce n'est pas négatif, c'est surtout pour une mise en garde, parce que les marketplaces, c'est fabuleux pour tout de suite se développer. Il faut vraiment savoir en tête, lorsqu'on veut se lancer, c'est super, mais attention avec tous ces coûts. Il y a aussi un retour plus important. Je vais prendre directement le cas d'Amazon. Amazon, le client, pour un oui ou pour un non, il retourne la commande. Donc, faites très attention par rapport à vos chiffres que vous avez. Si vous avez déjà un site, vous aurez déjà un taux de retour plus important. D'autre part, si vous avez plusieurs produits, enfin, si on va dire vous avez plus d'une cinquantaine de produits et si vous avez plusieurs marketplaces, vous n'allez pas faire ça à la mano. Vous allez passer par un logiciel. Donc, il y a des logiciels tels que Lingo, Shoppingflux, Servermania, qui sont de très bons logiciels, qui permettent de vous accompagner dans votre développement, mais bien évidemment, il y a encore un coût. Et enfin, ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que les marketplaces ont développé de plus en plus ces derniers temps la stratégie des ads. Ils se sont rendus compte, le but d'une marketplace, c'est de faire de plus en plus de chiffre d'affaires, ce qui est normal. Donc, ils ont vu que ça marchait bien pour la marketplace, que le commissionnement fonctionnait bien, que le commissionnement avec les frais de port, parfait, maintenant on va faire des ads. Donc, pour pousser le client, pour nous donner encore un peu plus d'argent, et pour mettre des ads, pour le mettre en avant. Donc, tout ce marketing, vous voyez, on était à la base d'un petit commissionnement à 15%,
considérez que le commissionnement, au final, ça sera plutôt entre 20 et 30%. Donc, si vous n'avez pas une bonne marge, vous laissez tomber. Autre point très important dans ce marché-là, c'est la e-logistique. Donc ça aussi, il ne faut pas le sous-estimer. Et ça, c'est très intéressant parce que certains marketplaces, on pourra en parler tout à l'heure avec Cdiscount, mais Amazon aussi le propose, pour vous, de la e-logistique. C'est intéressant pour plusieurs niveaux. Déjà, ça vous débarrasse d'un gros problème de logistique. Deuxièmement, pour Amazon, ça permet de toucher toute sa base de données, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle vous propose, lorsque vous vendez ces marketplaces, quand vous vendez ces produits sur sa marketplace, ne participant à sa logistique. Mais attention, elle prendra seulement 10% à 20% de votre catalogue, pas plus. Sinon, ça vous coûtera cher. Il faut faire très attention parce que la e-logistique peut très bien fonctionner, mais si ce n'est pas cadré, comme on dit, la quanta peut être assez importante au final. Donc en résumé, la mise en place sur les marketplaces nécessite les points suivants qui sont très importants. Avoir des stocks ou être sur les fournisseurs. Et attention, si vous avez des partenaires, donc bien discuter avec eux, être sûr que ces partenaires ont les stocks. Parce que moi, j'ai beaucoup vu, j'ai pratiqué le dropshipping, j'ai beaucoup vu de gens qui disent « nous, on est capable de vous livrer », mais le jour où il faut livrer, ils ne sont plus là. Et là, je dirais, pas grave. De toute façon, ce n'est pas eux qui vont se faire virer. Donc, et ils trouveront d'autres fournisseurs qui livreront à votre place. Donc, faites très attention avec ça. Avoir une logistique bien cadrée. Si vous envoyez un expédient en retard, vous serez viré. Et souvent, les e-commerçants ont le stress de la marketplace et font passer les expéditions des marketplaces avant même l'expédition de leur commande. Donc c'est là où il faut faire très attention. La logistique est souvent sous-estimée pour le débutant, et c'est normal parce qu'on ne connaît pas bien dans le domaine du e-commerce. Cadrez bien cette partie-là parce que c'est la partie souvent la plus dangereuse et qui est vraiment sous-estimée. Point très important, la marge commerciale. Souvent, les gens disent oh, bah, c'est une petite marge de 15%, ils prennent 15%, moi j'ai une marge de 30 à 40%, c'est bon, je vais m'en sortir. Non. Si vous n'avez pas une marge commerciale de 50%, vous êtes mort. Parce que je vais être très clair, même si vous avez une marge de 40%, il vous reste quoi au final quand vous avez pris? Alors, faire du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires sans derrière rien reçu, rien gardé, ça ne vaut pas le coup du tout. Donc, faire très attention avec ça. Et un point très important aussi avec les marketplaces qui est souvent sous-estimé, c'est le problème du référencement naturel. Et ça aussi, quand j'apporte des conseils, je leur dis, vous donnez votre base de données produit. Très bien. Sauf que vous allez travailler pour bien référencer votre site internet. Très bien. Sauf que la marketplace récupère votre base de données. Comme elle récupère votre base de données, elle récupère tous vos textes que vous avez faits. Donc des fois, je te conseille de faire une deuxième base de données propre pour les marketplaces, plus simplifiée, ne pas trop donner de description pour sauver votre référencement naturel. Parce que quand vous commencez à être sur une vingtaine de marketplaces, vous arriverez derrière. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, les marketplaces, c'est un super outil, mais attention, c'est un piège. Parce que beaucoup de e-commerçants, je l'ai été, j'ai vu ce que ça a donné, ont vu leur chiffre d'affaires, oui, croître de façon colossale, sauf que leur site internet, n'a pas connu de croissance aussi impuissante qu'ils pouvaient le connaître avec une marketplace. Donc faites très attention avec ça. Elle a un marketplace, elle touche sa commission et elle prend votre référencement naturel. Donc là, j'ai fait la présentation de la partie marketplace. Je vais passer maintenant rapidement à nos différents acteurs. Je vais me permettre quand même de dire un dernier mot au sujet des marketplaces, juste pour féliciter deux personnes, Philippe Corot, Adrien Nussbaum. Vous devez sûrement les connaître si vous êtes dans la partie marketplace. C'est eux qui ont créé le logiciel Miracle et ils viennent de lever là, ces derniers jours 300 millions d'euros, ce qui devient en France la plus grosse levée de fonds qu'on ait pu faire ces derniers temps. Donc vraiment félicitations à Miracle qui est devenu une puissance et une entreprise fabuleuse. Donc Sixte, je vais te donner la parole si tu es bien là. Oui, je suis bien là. Ah, donc, Tu m'entends? oui, c'est bon. Donc, si de Cdiscount, je vais te laisser prendre la parole. Tu as 10 à 15 minutes, le chrono va se lancer et je reprends Est-ce que ensuite. tu m'entends? Oui, c'est bon. Allô? Allô?
tous. On a un petit délai de quelques secondes, donc effectivement, pour des questions-réponses, ce sera peut-être pas si facile. Tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, effectivement, Sixte Grandé, je m'occupe de la marketplace de Cdiscount pour les catégories de produits techniques. Grosso modo, tout ce qui se branche, donc c'est un peu le cœur de métier en termes de produits de Cdiscount. Premier point, donc j'ai attentivement écouté et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe. Je ne dirais pas que le marché des marketplaces est dangereux, mais en revanche, effectivement, il est compétitif. Là-dessus, je te rejoins, il y a besoin vraiment d'être cadré dans son approche et d'attaquer ça avec sérieux et avec rigueur. Le deuxième point qui me paraît important à mentionner, c'est le point sur le coût que tu mentionnais. Et là-dessus, juste deux petites nuances. Le premier, c'est que ce coût est transparent, puisque vous pouvez le trouver sur le site Cdiscount Marketplace, en tapant ces deux mots sur Google. Mais surtout, il est très hétérogène. C'est-à-dire que sur des catégories de produits techniques, des téléphones, il sera de 5% et pas de 20%. Donc, effectivement, il est à prendre en compte. Il faut bien construire son business plan. Mais les marketplaces, puisqu'il est avant tout question de ça dans cette discussion, c'est une opportunité immense de faire partie de ce e-commerce en croissance avec plus de 100 milliards d'euros qui ont été atteints selon les chiffres de la FEVAD l'année dernière en 2019. Donc, pour revenir sur le sujet, le e-commerce sans site web est-il possible? Alors, moi, j'invite chacun déjà à revenir un petit peu à une question assez fondamentale qui est à quoi me sert un site web? À moi, entrepreneur, à moi, futur vendeur marketplace. Et là-dessus, il y a plusieurs réponses possibles. La première, ça peut être de créer une identité de marque. Ça peut être plonger le consommateur dans un univers produit particulier, dans un univers de service, quelque chose qui n'est pas facile à vendre à travers une simple fiche produit d'une marketplace généraliste, puisque chez Cdiscount, par exemple, nous avons 65 millions de produits différents et tous ont le point commun d'être présentés aux clients sous la même fiche produit. Ça peut être aussi de réaliser effectivement X% de son chiffre d'affaires, de son volume d'affaires. Voilà. Un site web est un canal de vente comme un autre. Mais ça peut être aussi l'occasion d'alimenter d'autres canaux de vente. Et en ce sens, ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Les moyens pour un e-commerçant, effectivement, de vendre sans site web, ils sont multiples. Tu en as déjà parlé, Jean-Philippe. Il y a effectivement les sites d'annonces, même si c'est un petit peu C2C. On pense à Le Bon Coin pour les produits, on pense à Need Help pour les services, par exemple. On a les réseaux sociaux, si ce n'est pas encore tout à fait mature, en tout cas, ça le sera très rapidement. Mais on a aussi, bien évidemment, les marketplaces. Et les marketplaces constituent un formidable moyen de vendre sans site web. Moi, j'ai une statistique que j'aimerais partager effectivement ici. Cdiscount est effectivement un formidable accès à la demande client avec plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, ça fait un tiers de la France. Et parmi les 12 000 vendeurs marketplace que l'on a et qui bénéficient de ce trafic, en fait, on s'est rendu compte qu'à peu près 35% de nos vendeurs n'ont pas de site web. Donc, je ne dis pas que c'est la majorité, mais si on devait apporter une réponse en un mot à la question, au sujet qui nous anime aujourd'hui, je dirais que la réponse, c'est que c'est loin d'être anecdotique, en fait, ce phénomène de vendeurs en marketplace qui n'ont pas de site de e-commerce. Donc, je pense qu'on
on parlera voilà, plus longuement de ce sujet dans la partie questions-réponses. Mais le sujet, en tout cas, est très intéressant. Et effectivement, si je devais conclure, euh, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est oui, c'est bien évidemment possible via les marketplaces, mais attention, et là-dessus, je te rejoins, rejoindre une marketplace se fait avec structure, avec une approche précise, et dans le modèle de distribution, et dans la logistique, et effectivement dans la construction de sa marge commerciale. Voilà, je vous rends antenne. Donc maintenant, je vais passer avec Denis Houlion. Je vais te laisser présenter ton activité et te laisser la parole. Donc maintenant, je vais passer avec Denis Houlion. Je vais te laisser présenter ton activité et te laisser la parole. Parfait, merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc maintenant, je vais passer avec Denis Houlion. Je vais te laisser présenter ton activité et te laisser la parole. Parfait, merci. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc maintenant, je vais passer avec Denis Houlion. Alors, il y a un décalage de quelques secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la présentation. Ok, parfait. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est enchanté déjà, très heureux de partager ce tour de table. Je suis Denis Houlion, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Parly, qui est d'ailleurs qui exerce non loin d'ici, hein, enfin du Quai des Savoirs, puisqu'on est on est au village Baïséa, donc qui est à peu près qui est sur les allées Jules Guesde, à peu près à 100 mètres du Quai des Savoirs. Nous, on est un éditeur de logiciels spécialiste du prix en ligne et des marketplaces. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de me présenter, puis rapidement, dans un premier temps, avant de présenter la structure, de partager avec vous un petit constat sur l'évolution du e-commerce et l'avènement des marketplaces. Les marketplaces sont aujourd'hui cette place prédominante du fait de leur ancrage historique dans l'univers en ligne. Alors, je partage tout à fait les constats qui ont été faits par Jean-Philippe et par Sixte, à la fois une opportunité phénoménale et à la fois un risque qu'il faut savoir maîtriser. Donc, l'histoire du e-commerce, en fait, elle commence effectivement avec un Amazon notamment qui du coup vendait des livres, ça paraît loin, mais en même temps c'était il y a à peine 20 ans. La structuration du marché e-commerce s'est fait autour de 4 axes. Dans un premier temps, ça a été juste la confiance. Est-ce qu'on avait confiance dans le site web? Est-ce qu'on pouvait du coup passer commande et mettre de l'argent en ligne de façon confiante. Donc ça a duré quelques années. Très rapidement, a suivi en fait l'enjeu logistique. Donc, est-ce qu'on était capable de recevoir le bien qu'on avait commandé dans un délai inférieur à 6 mois? Ces deux premières étapes-là, nous ont drivé le e-commerce, à peu près pendant 10 ans. On a eu, du coup, à partir du début des années 2010, de très belles boîtes, des pure players qui se sont créés en parallèle, hein, qui vivaient
aux côtés des marketplaces. Nous, on a démarré notre activité en 2013 aux côtés de ces pure players et de ces jolies sociétés. Ce qu'on a vu aussi rapidement, donc c'était les enjeux de 2010 à 2015, on va dire, c'était que finalement, ça se jouait aussi sur l'assortiment qu'on pouvait proposer. Et donc, du coup, la course à l'assortiment a joué un peu en la défaveur des pure players, même si ça a favorisé quand même certains e-commerçants de masse. Je pense par exemple à des gens qui ne sont pas marketplace, ou en tout cas pas encore, des Leroy Merlin par exemple, des Sarenza qui ont des assortiments énormes, très nichés, et qui vont du coup qui ont pu passer ces années-là de bonne façon. Et l'assortiment jouait déjà en faveur des marketplaces. La quatrième étape, c'est celle qui en fait joue de 2015 à 2020 et qui a vraiment mis en avant de façon démesurée les marketplaces. C'est tout ce qui est optimisation informatique, automatisation. Donc, on parlait notamment, Jean-Philippe parlait notamment des Lengo, des Sellermania, le fait de pouvoir changer le prix de manière automatique, le fait de pouvoir acheter de la publicité de manière automatique, ou acheter des mots-clés automatiques de façon automatique. Donc, en fait, ça a consolidé les grosses structures qui étaient déjà les marketplaces. Et donc, du coup, ça a continué à mettre en avant c'est Amazon, c'est Discount, La Redoute, etc. Si on regarde de toute façon le futur du e-commerce, il semblerait qu'il ressemble à l'actualité, l'évolution qu'on a vue sur le marché du retail physique, avec quelques gros acteurs généralistes. Je citais par exemple Cdiscount et Amazon, qui vont intervenir sur l'ensemble des segments d'activité, et quelques spécialistes qui vont être, eux, sur des secteurs très particuliers, mais qui vont être spécialisés, mais en nombre très réduit. Donc, je pense par exemple aujourd'hui à la Fnac, à Boulanger, à Truffaut, à Jardiland par exemple. Donc, on remarque d'ailleurs que c'est souvent les historiques qui ont réussi à finalement prendre les places sur les marchés en question. La Fnac fonctionne très bien d'ailleurs aujourd'hui et a pris sa place sur le retail digital de la même façon qu'elle l'avait pris sur le retail physique. Voilà, donc petit tour de toutes ces enseignes-là, en fait, ont opté au fur et à mesure pour les marketplaces. Et aujourd'hui, il y a très peu d'enseignes qui restent, des grosses enseignes qui n'ont pas de marketplace. C'est ce qui fait notamment le succès de Miracle. Miracle, qui a, comme le disait Jean-Philippe, a levé 300 millions, c'est devenu la 10e licorne française. Et en fait, Miracle permet aux sites Internet de créer des marketplaces de façon facile, donc, et clé en main. Voilà. Deux cas de figure, en fait, quand on est sur une marketplace. Premier cas de figure, vous êtes un e-commerçant. Deuxième cas de figure, vous êtes une marque. Dans les deux cas, ces deux cas-là vont permettre, on va attirer via les marketplaces ces deux acteurs-là. Le e-commerçant pour avoir un channel supplémentaire de vente ou un channel unique, comme le disait Sixt. Ça peut constituer votre seul et unique channel, même en l'absence de site internet. La marque, son intérêt, elle, ça va plutôt être d'avoir un accès direct à son marché, de ne plus être en B2B2C comme elle l'est habituellement, et de pouvoir protéger, voire conquérir sur le web. Voilà. Mes conseils, moi, rapidement, sur les e-commerçants, ça va être d'opter pour des distributions exclusives, des dépôts de marque, de bien choisir, de bien soigner son stock picking pour aller choisir, être capable de dénicher des produits. Et de la même façon que Jean-Philippe, je vais plutôt préconiser de ne pas mettre ses best-sellers sur la marketplace
pour éviter d'appauvrir son site et puis de potentiellement les perdre, puisqu'on verra que les intérêts des marques qui vont sur les marketplaces sont parfois contradictoires avec les e-commerçants. Aujourd'hui, Parly, je vais en parler un petit peu plus en 2 mots. Donc comme je vous le disais, on est un éditeur de logiciels, on est spécialiste du prix en ligne et des marketplaces. En fait, on accompagne plus de 200 clients en Europe, enfin en Europe et aux États-Unis, hein. On a 70 de nos clients français, 25 en Europe, 5 aux États-Unis. On sert en fait, donc on existe depuis 2013. On est aujourd'hui une grosse vingtaine, essentiellement basée à Toulouse, juste à côté d'ici. On sert trois enjeux majeurs pour les acteurs du e-commerce qui vont être de surveiller, agir et promouvoir. Surveiller, puisque on est un des premiers acteurs français et européens sur tout ce qui va être veille tarifaire. Donc ça va permettre en ligne, hein, donc on va en fait surveiller le prix des biens sur Internet, soit pour se benchmarker quand on est un e-commerçant, soit pour comprendre, voire découvrir son réseau de distribution quand on est une marque. Aujourd'hui, voilà, on va agir sur plus de 3000 sites de façon quotidienne, ce qui permet en fait d'avoir une vision objective du prix du marché et de savoir comment se positionner par rapport à ce dernier ou savoir quelle est l'image prix de mon produit en ligne. Deuxième enjeu, c'est celui d'agir. Donc, on parlait du levier prix. Effectivement, je parlais tout à l'heure du quatrième enjeu du e-commerce depuis 20 ans, qui a été celui qui a définitivement mis en avant les marketplaces. C'est celui du prix. En fait, le e-commerce, c'est un marché avec une concurrence pure et parfaite, selon la théorie économique. Donc, une concurrence pure et parfaite, selon la théorie économique, et à la fin, il n'en reste plus qu'un. Alors, il n'en reste pas plus qu'un aujourd'hui, mais il n'en reste que quelques-uns. Et c'est lié au fait que on n'a plus de zone de chalandise, on a un clic d'écart entre un prix et celui de son voisin. Donc, en fait, le biais prix a pris énormément d'ampleur. En fait, ce prix, soit on le change manuellement, soit on le change via des algorithmes. La plupart des petites structures que j'ai vues qui ont parce qu'on n'a pas vu que des e-commerçants grandir de façon phénoménale. On a surtout vu quelques e-commerçants vivre, se stabiliser, croître un petit peu, et des marketplaces et des acteurs sur les marketplaces se développer fortement. Donc c'est vrai que c'est un axe majeur aujourd'hui. Comment on fait pour tenir la concurrence? Soit on dort 2 heures par nuit, on change les prix le soir, le week-end, et dès qu'il y a quelqu'un qui change le prix, soit on se dote d'outils. Donc c'est pour ça des Amazon, des Cdiscount l'ont compris très rapidement et pour leurs propres produits l'ont fait très rapidement. Et il y a ensuite sur ces marketplaces aussi la possibilité d'avoir des accompagnements par des sociétés comme la nôtre, hein. Nous, on va proposer des solutions de repricing automatisées qui vont en fait aller chercher toutes les micro-opportunités qu'on peut aller chercher sur le web. C'est quelque chose, pour vous donner un ordre d'idée, de la fréquence à laquelle il est nécessaire de changer son prix potentiellement pour bénéficier de toutes les micro-opportunités, qui est assez inimaginable. Nous, sur des catalogues de 10 000 références, les pics de changement de prix vont jusqu'à 500 000 par jour. Donc voilà, c'est ce qui permet en fait d'aller chercher les meilleurs points prix, de bouger. Enfin, aujourd'hui, c'est un marché où il y a des robots en face. Il y a aussi des agrégateurs de flux comme des logiciels d'optimisation. Lengo, c'est leur mania qui change aussi les prix.
Donc, pour gagner la bataille, il faut changer les prix de façon très rapide et puis pouvoir aussi, pourquoi pas, changer les prix de façon intelligente. C'est pour ça qu'on utilise l'IA, l'intelligence artificielle, parce que nous, puisque quand on change le prix sur une marketplace, nos concurrents réagissent. Pourquoi ne pas en fait faire des stratégies dominantes, dominatrices, où en fait on va changer le prix pour faire changer nos concurrents. Donc c'est dans ces optiques-là où on peut aller jusqu'à ce niveau-là. Dernière partie de notre activité, c'est tout ce qui va être promouvoir. Et là, on va essentiellement s'intégrer dans les deux grosses marketplaces que sont Cdiscount et Amazon. Aujourd'hui, on a une polarisation forte autour de ces deux marketplaces parce qu'elles représentent tout simplement une part du marché considérable. À elles seules, elles représentent presque 40% du marché en ligne. Comme disait Six tout à l'heure, il y a 20 millions de visiteurs uniques par mois sur ces discounts. Il y en a presque 35 sur Amazon. Et c'est finalement pas très loin de ce que représente le trafic de Google, qui lui est à 53 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, du coup, se positionner sur les marketplaces de façon intelligente, c'est aussi une façon de toucher le plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, comme je disais, aujourd'hui, 200 clients grossièrement, des clients assez variés. Bon, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, mais on va travailler avec plein d'e-commerçants qui veulent du coup s'outiller sur les marketplaces. On va travailler aussi avec des belles marques, 100 millions, enfin 50 millions, 100 millions, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires qui, elles, vont vouloir mieux comprendre leur positionnement sur la marketplace et puis potentiellement devenir des acteurs de leur positionnement. Pendant longtemps, on a cru que la marketplace pour les marques, c'était dans le SWOT, ça faisait partie des menaces parce qu'on ne savait pas comment le gérer. Alors aujourd'hui, si on laisse la marketplace faire sans intervention, ça peut rester une menace. On peut avoir des acteurs qui dégradent l'image produit potentiellement en ayant des fiches produits dégradées ou pas les bonnes images, des prix dégradés. Ça peut devenir aussi une opportunité si on devient si, en tant que marque, on devient interventionniste sur le sujet. Et en devenant interventionniste, en fait, on a un premier axe qui va être l'axe de protection de sa marque. Donc, récupérer les fiches produits, les mettre en qualité, faire en sorte qu'elles soient suffisamment bien décrites pour qu'elles ressortent vis-à-vis des produits de la marque concurrente. Analyser qui revend mes produits sur la marketplace. Donc ça, c'est la partie protection. On peut devenir aussi acteur et conquérant. Et là, en fait, c'est tout simplement de potentiellement devenir vendeur soi-même de ses produits pour avoir la visibilité, potentiellement faire de la publicité sur ces produits pour mettre en avant ces produits versus le produit de la marque concurrente sur les mots-clés importants, puisqu'on, de la même façon que sur Google, on va acheter des mots-clés, on va en acheter aujourd'hui sur des recherches Cdiscount, sur des recherches Amazon. Là, pour information, notre accompagnement, il est hybride. Il est lié à des experts e-commerce, donc notamment des experts marketplace. On a un des grands pontes de la publicité. On a recruté un des grands pontes de la publicité chez Amazon il y a 18 mois, qui nous a permis de consolider aussi ces axes-là. Donc, il y a toute une partie de construction, de réflexion stratégique autour de la façon dont on veut agir sur la marketplace en termes de publicité, les thématiques qu'on va favoriser, etc. Et il y a aussi, de la même façon que je vous parlais du prix, une façon d'automatiser, d'optimiser de façon systématique l'action. Et donc là, on va pouvoir enchérir de façon automatisée sur acheter des mots-clés de façon automatisée, tester des nouveaux mots-clés de façon automatisée, tuer un peu tuer les mots-clés qui ne fonctionnent pas et finalement un peu par darwinisme se retrouver avec les meilleures stratégies, les meilleurs mots-clés, les meilleurs CPC.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de secret de toute manière pour gagner sur l'e-commerce. Il faut être très automatisé, très optimisé et en fait très bon dans l'exécution finalement. La stratégie est importante, c'est pour ça qu'on a aussi des experts et que c'est important de se faire aussi accompagner par des gens qui savent faire comme Jean-Philippe. Après l'exécution, ou Sixte d'ailleurs, puisqu'il va aussi, je pense, aider les marques. Et après l'exécution, c'est comment on fait pour que sa stratégie, on puisse l'appliquer le matin à 9 h, le samedi à minuit et finalement tout au long de l'année. C'est comme ça qu'on gagne dans l'e-commerce, c'est par petite opportunité, par micro touche. Pour finir, je vais vous, pour être un peu plus dans le concret, alors juste avant cette dernière étape, vous verrez justement, enfin, vous comprenez ce que disait Jean-Philippe, c'est que finalement, une marque, quand elle a envie de devenir conquérante sur la marketplace, potentiellement, elle va se mettre à vendre le produit qui était avant vendu par un retailer, un e-commerçant, et donc potentiellement va mettre en danger son business model. Donc c'est un peu ça qui est schizophrène aujourd'hui sur les marketplaces. La part belle et le sens de l'histoire semblent plutôt être à la marque en direct. C'est pour ça qu'en tant qu'e-commerçant, il faut faire attention à sa façon de distribuer, potentiellement travailler sur des distributions exclusives, sur des dépôts de marque, des MDD, voilà, essayer de travailler en fait sur qu'est-ce qui va pouvoir faire ma différence et qu'est-ce qui va finalement faire que demain, même si j'ai un prix qui est plus élevé que celui de mon voisin, on ne me comparera pas directement. Donc c'est d'ailleurs l'histoire que je vais vous raconter pour finir. Donc c'est un cas de figure imagé, un cas de figure qu'on a vécu chez Parly. En fait, on en vit énormément de ce type-là, mais c'est quelque chose que je vais vous décrire dans le détail pour vous faire comprendre les best practices sur la marketplace. On avait on a un vendeur qui travaille avec nous qui s'appelle Progom. Pas très connu finalement, qui est un vendeur, un distributeur à la base, qui vendait par exemple, son best-seller, c'était une enveloppe cartonnée à bulles. C'était son best-seller, c'était aussi le best-seller de deux autres, en tout cas c'était un produit qui était vendu par deux autres retailers. Ils avaient exactement le même produit, qui sortait de la même usine, qui était sur la même fiche produit, du coup, et ils se battaient sur le prix. Il utilisait d'ailleurs notre outil de repricing pour aller chercher les meilleures opportunités de prix, potentiellement à la hausse aussi, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, notre outil de repricing ne va pas uniquement baisser votre prix, il va aussi essayer de le remonter. Si on a un robot en face qui est un robot d'alignement, c'est le cas de la plupart des robots du marché. Si je suis à 10, il va essayer de se mettre à 9,99 pour récupérer la buy box. Donc, quand je baisse, il baisse aussi, ça veut dire que quand je monte, il monte aussi. Donc, c'est une des nombreuses stratégies qu'on utilise, mais notamment le fait d'essayer de remonter, quand il y a des robots en face, le prix global de la buy box. Un jour, il a décidé de créer sa propre marque. Il a demandé au fournisseur qui était d'accord. Donc, il a créé sa propre marque sur cette enveloppe de carton, enveloppe cartonnée à bulles. Et finalement, il n'était plus du coup sur la même fiche produit. Donc, il a pu avoir une stratégie, conquérante, ne plus être dans l'analyse du prix permanente des concurrents, dans la recherche de buy box centime près. Donc ça lui a permis déjà de faire un pas vers une meilleure marge. Alors ça, c'est appuyé aussi par notre outil de repricing, puisque en fait le repricer fonctionne qu'on soit en situation de concurrence ou pas. Et quand on est sans situation de concurrence, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher le meilleur point prix possible, donc par itération successive, en testant les élasticités prix. Finalement, c'est cette enveloppe cartonnée qui était à 12 € à l'époque et qui était très bataillée en termes de buy box, on a commencé à la remonter 13 €, 14 €, 15 €.
16 €. Un jour, le e-commerçant nous appelle un peu désespéré en nous disant: «Vous êtes en train de passer mon best-seller de 12 € à 17 €, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, on lui a dit: «Bah, écoutez, c'est l'IA qui fonctionne. Si vous voulez l'analyse, enfin, si vous voulez la laisser fonctionner, elle fait des tests.» Donc, il a dit: «Ok, bon, je joue le jeu, je vais la laisser fonctionner pendant quelques temps.» Et en fait, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'il vendait 1,2 fois plus de produits à 18 € qu'à 12 €. Ceci est lié en fait à une théorie qui est celle du pricing power. C'est un peu la même idée que quand vous avez un melon à 2,50 € l'unité, que vous en avez un autre à 1 € l'unité juste à côté, vous allez avoir tendance à penser que celui à 2,50 € est de meilleure qualité. Donc voilà, finalement, comme il était à 18 €, que les autres étaient restés à 12, il paraissait plus de meilleure qualité. Et en fait, là-dessus, on a rajouté le 3e étage de la fusée qui était la promotion, en rajoutant de la publicité avec l'incrément de marge qu'on a créé. Ce qui fait qu'en plus d'avoir des ventes qui se portaient déjà bien, on a trusté toutes les positions sur la marketplace en allant chercher les mots-clés les plus employés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a transformé ce produit qui était un des best-sellers, mais qui était en difficulté de marge, en un vrai best-seller avec une belle marge. Ça, c'est une belle histoire. C'est des histoires qui se passent concrètement tous les jours chez nous. Et c'est une des belles façons d'aborder la marketplace. Voilà. Je vais me permettre Et de reprendre j'espère la main. que ça vous a intéressé. Je vous rends la parole. Alors, je vais reprendre la main. Et tu parlais tout à l'heure de belles histoires, et c'est ça le e-commerce, et c'est ça les nouvelles technologies. Le e-commerce nous apporte toujours des belles histoires, même si ça a 30 ans d'existence, le e-commerce, 40 ans. À l'heure actuelle encore, on voit des créations, des nouvelles technologies et des belles histoires qui se mettent en place. Et là, je vais vous passer en fait Ludovic Amar. Tu as vu, je fais une belle transition, Ouais, donc c'est complètement. un beau passage. Où justement, on a eu la crise du Covid en mars-avril, enfin avril. Et la Chambre de commerce a décidé de mettre en place un outil pour que d'un côté, les producteurs puissent contacter et continuer à faire des ventes. C'est une marketplace. Alors, ce n'est pas la propre de la marketplace, parce qu'une marketplace, c'est la concurrence des gens qui produisent un produit pour derrière livrer. Là, c'est pouvoir proposer un ensemble d'artisans, on va dire, sur un même marché, pour pouvoir offrir leurs produits pour de potentiels acheteurs. Donc, Ludovic, je te laisse la main pour prendre le relais. Ça marche. Bonjour à tous. Alors, c'était pas la Chambre de commerce, mais la région Occitanie. Donc moi, je suis en charge de la stratégie média digital à la région. On n'est pas loin aussi, on est juste à quelques centaines de mètres. Et je vais essayer d'être rapide, juste pour donner un élément de contexte. Je reviens au 17 mars 2020, premier jour du confinement. Donc ça veut dire fermeture de tous les commerces qui ne sont pas essentiels, donc fermeture des marchés, fermeture des restaurants, des bars, etc. Et donc X producteurs régionaux qui n'ont plus de débouchés pour vendre leurs produits. D'un autre côté, les habitants vont se tourner vers toutes les grandes et moyennes surfaces pour faire leurs achats et donc vont délaisser les circuits courts et la vente direct producteur parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide. Et d'ailleurs, on a bien vu que très vite, il y a eu des pénuries dans les grandes et moyennes surfaces. Nous, notre positionnement là-dessus, puisqu'on a été appelé à l'aide, ça a été deux choses. Première chose, c'est apporter une solution aux producteurs régionaux qui, justement, doivent écouler leurs marchandises, puisqu'ils ont moins de commandes. Soutenir l'économie régionale et répondre à cette demande d'aide de la part des producteurs. Et de l'autre côté, répondre à la demande des citoyens qui veulent se nourrir en produits frais et en même temps qui aimeraient bien manger local et manger de qualité. Donc on a trouvé une solution qui était la mise en place d'une espèce de marketplace sans achat ou sans produit clairement identifié, mais plutôt une marketplace de mise en relation entre, d'un côté, le citoyen qui a besoin de se nourrir et de l'autre côté, le producteur qui a besoin de vendre ses produits. Le principe de cette plateforme, il est très simple,
c'est en fait aider à écouler les stocks via cette plateforme, mais tout en restant chez soi. C'est-à-dire que en fait, on devait répondre à un besoin tiers qui était de rester chez soi, puisque c'était les consignes sanitaires. Donc, la condition était que les producteurs puissent livrer à domicile pour éviter tout risque sanitaire. Du coup, on a mis en place en 72 heures cette plateforme qui est un petit peu on va dire, c'était une course contre la montre qui fonctionne comme ceci. Vous êtes producteur, vous souhaitez être référencé sur la plateforme, vous y allez, vous remplissez une fiche avec ce que vous pouvez vendre, où vous êtes situé et les contacts pour vous contacter, du coup, pour que les citoyens puissent vous contacter. De l'autre côté citoyen, vous allez sur la plateforme, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous vous géolocalisez soit via smartphone, soit en rentrant votre adresse. Et tout autour de chez vous, vous avez les différents producteurs qui se sont inscrits avec un système de filtre permettant de dire, voilà, je veux acheter de la viande, je veux acheter des produits frais, style laitage, je veux acheter du vin, etc. Voilà. Du coup, ça a permis en fait de vraiment aider les producteurs. On a eu énormément de témoignages qui nous ont dit qu'ils avaient pu écouler leur stock. On était par exemple en pleine période des asperges. Les asperges, ça dure 1 mois. Et du coup, les plants d'asperges étaient en train de mourir sur pied. Et plusieurs producteurs nous ont écrit pour nous remercier qu'ils avaient pu, en fait, tout simplement vendre leurs produits. Même chose pour les fraises. C'est des petits exemples comme ça, mais en tout cas, c'est pour montrer que ça a réellement fonctionné. Du coup, je vous disais, en 72 heures, la plateforme a été mise en place, c'est-à-dire qu'on a créé l'architecture, on a mis en place la campagne de communication pour recruter ces producteurs, puisqu'il faut bien qu'il y en ait sur place. On a la chance d'avoir une base de données de 1500 producteurs, puisque la région Occitanie a une marque qui s'appelle Sud de France, qui sont les produits et les vins d'Occitanie. Et donc, on a pu, dans un premier temps, solliciter ces producteurs s'ils souhaitaient être présents sur la plateforme ou non, producteurs qui ont répondu positivement. Du coup, on a mis en place également une forte campagne de communication, puisque après avoir contacté et faire adhérer, entre guillemets, les producteurs, il fallait bien que les citoyens eux-mêmes aillent sur cette plateforme. Donc, on a dû déployer une forte campagne de communication. La suite, ça a été les restaurateurs qui nous ont demandé également d'être présents sur cette plateforme, puis les distributeurs, puisque les distributeurs, en n'ayant plus de leur circuit classique, ils devaient bien remplir les grandes et moyennes surfaces, et donc ils ont demandé qu'il y ait une entrée B2B sur la plateforme qu'on a mis en place. Puis des filières particulières, je pense notamment au chocolat, puisque c'était en plein pack, et même principe. Donc on a fait une communication sur les distributeurs, sur différentes filières. Je parlais de l'asperge, de la fraise, etc. Et juste pour un élément de bilan, puisque je pense qu'on est bientôt à la fin, durant le confinement, on a 1,2 million de visites uniques sur la plateforme. Pour vous donner un ordre d'idée, la région Occitanie, c'est moins de 6 millions d'habitants. Donc on a quand même eu pas mal de visites. Près de 4500 producteurs et restaurateurs inscrits dans la plateforme. On a 40% des communes d'Occitanie qui ont vu au moins un utilisateur aller sur la plateforme. Et surtout, l'important, c'est qu'on était obligé d'avoir évidemment une plateforme qui était très responsive, puisque la plupart du temps, on utilisait le smartphone pour y aller. Et d'ailleurs, les chiffres le confirment, puisque 80% des personnes qui sont venues sur la plateforme venaient depuis un smartphone, et ils restaient en moyenne plus d'1 minute. Donc, c'est-à-dire qu'ils naviguaient pas mal à l'intérieur pour essayer de trouver ce qu'il leur fallait, etc. Et la dernière chose que je peux dire, c'est que là où on peut dire que ça a fonctionné, c'est qu'on a reçu de nombreux mails qui nous demandaient de le désinscrire de la plateforme, puisque les producteurs n'avaient plus rien à vendre. Donc, c'est plutôt intéressant. On a également énormément de commentaires sur les réseaux sociaux de la part de producteurs ou de la part de citoyens qui remerciaient pour cette initiative. Et d'ailleurs, je crois que c'est 2 ou 3 régions qui nous ont contactés, qui ont contacté soit nous, soit directement le cabinet de la région pour faire la même chose. Marseille, par exemple ? Marseille, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine, par exemple.
Est-ce que c'est un site qui est amené à perdurer? Alors ça a perduré sous une autre forme, ça s'appelle plus solidarité-Occitanie-alimentation, parce qu'il y avait vraiment cette dimension solidaire, cette dimension de livraison. Là maintenant ça s'appelle Tous Occitariens, c'est-à-dire qu'on a fait une nouvelle campagne de communication cet été pour de nouveau promouvoir la production locale, comme si c'était un nouveau mode de consommation occitarien, je mange l'Occitanie. Et donc là c'était plutôt axé consommateur avec des recettes, avec la mise en valeur des producteurs. Donc cette plateforme existe encore. Et les internautes peuvent noter les produits reçus, comme on fait dans les marketplaces, où on peut noter, on peut dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. Ils peuvent faire des remarques là-dessus, ou c'est vraiment juste une mise en relation des produits? Les deux, c'est-à-dire qu'il y a une mise en relation, évidemment, puisque c'était le but. Nous, on ne peut pas vous dire il y a eu tant de ventes, il y a eu tant de contacts, ça on ne peut pas le dire, puisque notre rôle, c'est vraiment de mettre en relation. Par contre, il y a aussi, on avait mis en place un système de mail et de notation, on va dire, ça via mail, un mail vraiment dédié qui nous disait ce producteur n'a plus rien à vendre, ou ça s'est mal passé, ça peut arriver évidemment. Il n'est pas ou les produits, parce qu'on va prendre l'exemple d'un produit, la tomate. Mhm. Bon. Moi, quand j'achète, je vais acheter des tomates, mais Tout à fait. je ne vais pas parler de la grande distribution, mais entre des produits qu'on trouve à certains endroits et des produits du traiteur, on a quand même une grosse qualité, une grande différence en fait. Tout à fait. Et est-ce que ça, justement, il y a une possibilité de noter, de dire ah ben moi je veux ces tomates de tel producteur parce que justement je sais qu'elles sont bonnes. Vous voyez l'intérêt en fait? Alors ça, nous, c'est pas possible sur la plateforme de faire ça. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que de nombreux citoyens, notamment les campagnes de sponsorisation qu'on a faites ou sur les réseaux sociaux, nous disaient allez plutôt vers vous êtes je sais pas, à côté de telle ville, allez plutôt par cela parce que c'est super bon, ou celui-là ça s'est mal passé, et du coup nous on essayait de comprendre pourquoi ça s'était mal passé. Voilà, donc en fait ça s'autorégulait. Voilà, il y en a qui ont énormément vendu, comme d'autres qui ont, je pense, peu vendu, puisque peut-être que le service, ou en tout cas la qualité, ne suivait pas. Ok. En fait, ça s'autorégulait comme sous tout type de site internet. Bon, merci bien. On est en train de me faire signe que l'ensemble des débats, on va dire, est clos. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Et donc, on a bien fait de continuer jusqu'au bout. Eh ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.